Il n'y a pas très longtemps, j'étais tombé sur un article selon lequel le Niger et le Mali ont signé un contrat de fourniture d'Internet avec Elon Musk. En tant qu'un Africain, j'avais immédiatement compris pourquoi ces deux pays ont approché Elon Musk, un descendant des Afrikanais, au lieu de quelqu'un d'autre pour leur accès à l'Internet. Le Mali et Niger avaient-ils approché Elon Musk, le soi-disant homme le plus riche, pour se faire valoriser aux yeux des autres Africains? Ou bien le Mali et Niger étaient-ils tellement dans un désespoir qu'ils ne pouvaient pas trouver quelqu'un d'autre pour la fourniture de l'Internet? Ça, c'est l'éternel complexe d'infériorité chez la majorité des Africains, mais j'en passe. Eh bien, le sujet de cette vidéo concerne Elon Musk, un descendant des Afrikanais en Afrique du Sud, qui est classé comme l'homme le plus riche sur la Terre. Très récemment, un journaliste d'investigation et ancien correspondant du quotidien The Guardian à Johannesburg au temps de l'apartheid en Afrique du Sud a publié un article intitulé « Que croit Elon Musk ? Et comment les racines de la mafia PayPal étendre à l'Afrique du Sud de l'apartheid ?» Au passage, notez que PayPal est une banque spécialisée dans les transactions sur l'Internet. Dans son article, le journaliste a parlé des trois individus qui ont créé PayPal, de comment PayPal est directement lié à l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid, de l'origine des parents de Elon Musk, et de la croyance idéologique ou nazie de la famille Musk. Écoutez attentivement ce que ce journaliste d'investigation et ancien correspondant de The Guardian a dit dans son article. C'est un groupe de 4 hommes qui sont à l'origine de la création de PayPal. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous grandi en Afrique du Sud. Il y a Elon Musk lui-même qui est né en Afrique du Sud, qui y a vécu et a fait le lycée jusqu'à l'âge de 18 ans avant de déménager au Canada. Il y a aussi Peter Thiel, qui est né en Allemagne, mais a été amené en Afrique du Sud par ses parents alors qu'il était enfant. Son père est un ingénieur des mines qui vivait à Johannesburg avant de déménager en Namibie qui était alors une colonie sud-africaine. Peter Thiel est allé à l'école à Swakopmund, qui est probablement connu comme le dernier endroit sur la planète Terre où les gens continuent par se saluer ouvertement en Asie et célébrer l'anniversaire d'Hitler. Il fréquentait une école allemande en Namibie avant de déménager aux États-Unis avec ses parents quand il avait 10 ou 11 ans. Ensuite, il y a David Sachs qui naît au Cap en Afrique du Sud. Il a déménagé en Tennessee aux États-Unis avec ses parents alors qu'il était relativement jeune, et il a grandi dans la diaspora blanche sud-africaine. Enfin il y a Rulof Botha qui est le petit-fils de Pierre Botha, Premier ministre puis président d'Afrique du Sud durant l'apartheid et aussi le visage acceptable de l'apartheid. Si vous vous souvenez, Pierre Botha parcourait les États-Unis et se glorifiait de comment les choses s'amélioraient en Afrique du Sud et de comment il menait des réformes. Rien de tout ce dont il se glorifiait n'était apparemment vrai. Ces 4 personnes clés au sommet de PayPal ont tous un lien très intime avec l'Afrique du Sud. Elon Musk, le père d'Elon Musk, continue par vivre en Afrique du Sud où il s'est considérablement enrichi. Elon Musk a gagné sa fortune dans de nombreux domaines, mais la grande partie de sa richesse provient de ses investissements dans les mines, surtout celles d'émeraude en Zambie. Les conditions de travail dans les mines possédées par Elon Musk en Afrique du Sud et centrale étaient notoirement très mauvaises, car il exploitait à outrance les ouvriers. Il a gagné beaucoup d'argent dans les mines, à tel point que quand la mère d'Elon Musk le divorçait, il y avait un jet, un yacht, plusieurs maisons dans le règlement du divorce. Elon Musk est très riche, extrêmement riche. Son fils Elon Musk lui-même était resté en Afrique du Sud jusqu'à l'âge de 18 ans. Il allait à l'école à Johannesburg puis avait terminé le lycée à Pretoria. Le lycée de Pretoria qu'il avait fréquenté est une école exclusivement blanche. Le seul et premier étudiant noir que le lycée de Pretoria avait accepté fut le fils d'un diplomate de Namibie que l'Afrique du Sud avait reconnu comme partie indépendante des structures de l'apartheid. Elon Musk a un passeport canadien par le biais de sa mère dont les parents sont canadiens. Les grands-parents paternels d'Elon Musk étaient aussi des Canadiens qui s'étaient installés en Afrique du Sud. Elon Musk, le père d'Elon Musk, se considérait comme un libéral anti-apartheid. Il avait rejoint le Parti fédéral progressiste sud-africain qui était apparemment contre l'apartheid, mais il l'avait quitté quand le parti commençait à soutenir le principe une personne une vote. En fait, Elon Musk n'y croit pas. Le grand-père canadien d'Elon Musk avait dirigé la branche canadienne du mouvement politique des années 30 appelé Technocratie Incorporated qui voulait l'abandon de la démocratie au Canada et favorisait la montée au pouvoir des technocrates. C'était de facto un parti fasciste, et ce parti était interdit pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'interdiction du parti Technocratie Incorporated, le grand-père canadien d'Elon Musk a déménagé en 1950 en Afrique du Sud, un pays auquel il n'avait aucun lien mais qu'il aimait à cause du son l'apartheid. Elon Musk a même dit que son père canadien était ouvertement un nazi et un sympathisant des Afrikanais qui pratiquaient l'apartheid en Afrique du Sud. Vu la croyance idéologique du grand-père,
son petit-fils Elon Musk savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il a fait le salut nazi devant des partisans de Donald Trump. Durant le premier mandat du président Donald Trump, les Afrikaners, à travers une organisation appelée Africa Forum, étaient actifs avec une campagne de désinformation selon laquelle les Afrikaners sont génocidés par les Noirs sud-africains. Plusieurs membres d'Africa Forum avaient alors rencontré Donald Trump et son conseiller John Bolton. Avec l'arrivée de Donald Trump encore à la présidence, cette campagne de désinformation des Afrikaners va s'intensifier. Voilà en tout un extrait de l'article du journaliste d'investigation et ancien correspondant du quotidien The Guardian en Afrique du Sud que j'ai voulu partager avec vous. De plus, je voudrais partager avec vous une vidéo dans laquelle Elon Musk, le père de Elon Musk, parlait effectivement des convictions nazies de son père canadien. Parents, by the way, were very fanatical in favor of apartheid. This is quite interesting. Her parents came to South Africa from Canada because they sympathized with the Afrikaner government. Okay. They used to support Hitler and all that sort of stuff. But they didn't know, obviously, I don't think they knew what the Nazis were doing. But they in Canada, they were in the German party in Canada. And they sympathized with the Germans. Yeah. So when the Afrikaners government came into power here in 1948, then May's father, who was quite an interesting guy, he was a very good pilot, he said he wants to be with the Afrikaners because he agrees with apartheid. Des centaines de Sud-Africains blancs ont manifesté samedi à Pretoria pour montrer leur soutien au président américain Donald Trump et dénoncer ce qu'ils considèrent comme du racisme de la part de leur propre gouvernement. Ce rassemblement intervient après que le chef d'État américain a critiqué une nouvelle loi votée par le gouvernement sud-africain qui irait selon lui à la défaveur de la minorité blanche sud-africaine. Nous voulons simplement dire à l'Amérique et à l'Occident que malgré les décisions de politique étrangère prises par le gouvernement sud-africain ces 2 dernières décennies, l'Occident a toujours un ami ici en Afrique du Sud. Les critiques et les sanctions de l'administration Trump à l'égard de l'Afrique du Sud ont ravivé un débat sur la manière dont le pays doit traiter l'héritage de siècles de domination de la minorité blanche sur la majorité noire. Malheureusement, la vérité après 30 ans, c'est que nous avons un pays divisé où le gouvernement adopte des politiques et positionne l'Afrique du Sud comme une nation fragmentée, ce qui engendre de la corruption à différents niveaux. Cela détruit le concept de paix et de réconciliation. Les manifestants blancs brandissaient des pancartes évoquant non seulement la loi sur l'expropriation, mais aussi d'autres politiques de discrimination positive mises en place depuis la fin de l'apartheid en 1994.